Comment un esclave mutilé est-il devenu la terreur des colons français à Saint-Domingue? Né vers 1728 en Afrique de l'Ouest, François Macandal est capturé enfant et réduit en esclavage à Saint-Domingue. Sur une plantation de sucre, un accident lui arrache un bras. Les colons pensent l'avoir brisé. Au contraire, ils viennent de forger un futur symbole de résistance. Macandal s'enfuit et rejoint les marrons réfugiés dans les montagnes. Là, il devient guérisseur, mais aussi expert en poison. Il soigne les esclaves et fait trembler les maîtres. Sa réputation grandit. Certains disent qu'il peut se métamorphoser en animal pour disparaître. Il crée alors un vaste réseau clandestin, déterminé à renverser l'ordre esclavagiste. Entre 1757 et 1758, des colons meurent mystérieusement. Les autorités paniquent. Capturé, torturé, condamné au bûcher, Macandal défie ses bourreaux. Au milieu des flammes, il brise ses liens et s'échappe quelques instants. Une légende est née. Brûlé vif, son corps disparaît, mais son combat survit. François Macandal, premier architecte de la liberté haïtienne, inspire encore aujourd'hui ceux qui refusent toute forme d'oppression. Tu connais l'homme qui a mené la seule révolution d'esclaves victorieuse de l'histoire? Voici Toussaint Louverture, né esclave en 1743 à Saint-Domingue. Personne n'aurait imaginé qu'il deviendrait l'un des plus grands stratèges du monde. Il apprend à lire, à écrire, à soigner et surtout à comprendre la politique. Quand la révolte éclate en 1791, Toussaint se révèle. Il organise, il négocie, il combat. En quelques années, il libère des milliers d'esclaves et unifie l'île. Général brillant, il repousse les Espagnols, les Anglais et même les armées françaises. Napoléon lui-même le voit comme une menace. Arrêté par traîtrise en 1802, Toussaint est déporté en France, où il meurt dans le froid du fort de Joux. Mais avant de mourir, il avait prévenu. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera. 1 an plus tard, Haïti devient la première république noire indépendante. Son héritage, lui, est éternel. Solitude. Une femme dont le nom résonne comme un défi lancé à l'injustice. Née vers 1772 en Guadeloupe, elle est le fruit d'une histoire marquée par la violence. Sa mère, une esclave, violée durant la traversée de la traite négrière. Jeune, Solitude s'enfuit pour devenir Maronne, une femme libre dans les montagnes. Mais en 1802, Napoléon décide de rétablir l'esclavage. Alors, aux côtés de Louis Delgrès, elle choisit de résister. Enceinte, armée, déterminée. Elle se bat pour un seul cri, vivre libre ou mourir. Capturée après l'explosion de Matouba, elle survit. Les autorités attendent qu'elle accouche pour pouvoir la condamner. Le 29 novembre 1802, le lendemain de la naissance de son fils, Solitude est exécutée. Aujourd'hui, elle revit comme un symbole de courage, une femme qui a choisi la liberté au prix de sa vie. Son nom, Solitude, son héritage, la volonté de ne jamais se soumettre. Saviez-vous que Marcus Garvey, un homme né dans une petite ville de Jamaïque, a mobilisé des millions de Noirs pour réclamer leur fierté et leur indépendance? Découvrez l'histoire incroyable de ce visionnaire qui a défié le monde entier. Marcus Mosiah Garvey Jr. est né le 17 août 1887 à St. Anne's Bay, en Jamaïque, dans une famille modeste. Fils d'un maçon et d'une domestique, il est le dernier de 11 enfants, mais seulement 2 survivent jusqu'à l'âge adulte. À 14 ans, il quitte l'école pour devenir apprenti imprimeur, un métier qui l'initie à l'écriture et à l'activisme. Influencé par ses voyages en Amérique centrale et à Londres entre 1910 et 1914, où il voit la discrimination raciale partout, Garvey retourne en Jamaïque et fonde, le 1er août 1914, l'Universal Negro Improvement Association, UNIA. Son but? Promouvoir la fierté noire,
l'unité panafricaine et le retour en Afrique pour les descendants d'esclaves. En 1916, il s'installe aux États-Unis, à Harlem, où son mouvement explose. En 1920, l'UNIA compte plus de 1100 chapitres dans 40 pays et jusqu'à 11 millions de membres. Garvey lance la Black Star Line, une compagnie maritime noire pour le commerce indépendant et le rapatriement en Afrique. Il organise d'immenses conventions comme celle de Madison Square Garden et des parades massives à Harlem prônant Africa for the Africans. Mais son succès attire les ennemis. Accusé de fraude postale en 1923 par le FBI, il est condamné en 1925, emprisonné puis déporté en Jamaïque en 1927 après une commutation de peine par le président Coolidge. Il continue son combat, s'installe à Londres en 1935, mais sa santé décline. Marcus Garvey meurt le 10 juin 1940 à Londres, à 52 ans, après plusieurs AFSC. Pourtant, son legs est immense. Il inspire le panafricanisme, Malcolm X, les Rastafari et les indépendances africaines. En 1964, la Jamaïque le déclare héros national et en 2025, le président Biden lui accorde un pardon posthume. 3 août 1832, Saint-Thomas, Antilles danoises. Naît Edward Wilmot Blyden, fils de parents noirs libres d'origine Igbo. À 18 ans, en 1850, les universités américaines lui claquent la porte au nez. Trop noir. Il part alors pour le Libéria, le seul pays africain libre, créé par d'anciens esclaves. Là-bas, c'est l'explosion. Il maîtrise le latin, le grec, l'hébreu, l'arabe, l'espagnol, le français. Il devient principal de lycée, professeur, président de Liberia College, ministre de l'Intérieur, ambassadeur à Londres et Paris, et même 2 fois candidat à la présidence du Liberia. En 1887, il publie Christianity, Islam and the Negro Race et choque l'Occident. Selon lui, l'islam a mieux préservé la dignité et la culture africaine que le christianisme des missionnaires. Il invente déjà le slogan « Africa for the Africans », 50 ans avant Marcus Garvey. Il théorise la personnalité africaine, cette idée que l'Afrique a un génie propre, et inspire directement la négritude de Senghor, le panafricanisme de Nkrumah et d'Azikiwe. Jusqu'à sa mort, le 7 février 1912 à Freetown, Sierra Leone, à l'âge de 79 ans, Blyden n'a cessé de répéter « L'Afrique ne sera sauvée que par les Africains eux-mêmes ». Edward Wilmot Blyden, le tout premier géant intellectuel du panafricanisme, qu'on cite rarement. Il est temps que son nom résonne à nouveau. Tu connais la première femme première ministre des Caraïbes? Elle ne s'est pas laissée marcher sur les pieds. Mary Eugenia Charles naît le 15 mai 1919 à Pointe-Michel, en Dominique, petite fille d'anciens esclaves. Brillante, elle devient la toute première avocate de son île. Mais c'est en politique qu'elle va vraiment marquer l'histoire. En 1968, face à une loi liberticide, elle entre en politique, cofonde le Dominica Freedom Party et devient vite la voix de l'opposition. En 1980, après un ouragan dévastateur, elle est élue première ministre. Elle tient le cap pendant 15 ans, défendant la démocratie, l'intégrité et l'indépendance de la Dominique. Surnommée la Dame de fer des Caraïbes, elle n'a pas hésité à prendre des décisions difficiles, comme soutenir l'intervention à la Grenade en 1983. Elle reçoit de nombreux honneurs, dont l'Ordre de la Caraïbe, et reste une source d'inspiration pour toute la région. Marie Eugenia Charles s'éteint en 2005, mais son héritage, lui, est bien vivant. Une pionnière, une battante, une vraie légende caribéenne. Si tu as aimé cette vidéo, like,
commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.